1922. Robert Flaherty met la touche finale à l'œuvre de sa vie, Nanook l'Esquimau. Documentaire révolutionnaire qui entend s'échapper de la magie trop longtemps éloignée du réel des studios hollywoodiens, Nanook nous propose une plongée dans la vie des Inuits de l'Arctique. Une plongée sans phare, crue, en conditions réelles. Enfin, ça, c'était l'idée de base. Parce que malgré ce postulat qui préfigure le cinéma vérité, plusieurs scènes majeures du film ont été élaborées pour la caméra. À commencer par ces plans en coupe des igloos, ou encore ceux de chasse, où Nanook a sûrement dépoussiéré la lance de son arrière-grand-père, plutôt que d'utiliser son fusil, tout ça pour faire plus authentique. Même sa famille, c'était pas celle du vrai monde de la réalité véritable. Résultat, le docu, malgré une évidente volonté de bien faire, est un mélange chelou de reportages impressionnants et de fiction nécessaire pour le rendre sexy aux yeux d'un public à qui on a présenté le tout comme des faits réels. Si c'était pas évident à l'époque, ce film nous permet aujourd'hui de voir clairement qu'aucun film, aucune caméra n'est un œil sans morale. Ce que les cinéastes choisissent de montrer ou de cacher, les perspectives, les angles, tout ça a un impact énorme sur notre expérience de visionnage, mais aussi sur notre perception du monde réel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment certains réals ont repensé ce regard pour nous redonner le pouvoir. Et on va parler d'Halloween, parce que comme toujours, je suis pile à l'heure pour jouer sur les tendances. Bon, on va déjà commencer par un constat qui va faire ruer dans leurs brancards les masculins les plus fragiles. Le cinéma, comme toute industrie et art, a été et est toujours majoritairement aux mains des hommes. Des hommes devant et derrière la caméra, et surtout devant et derrière les bureaux décisionnaires. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme ? Vous savez, les hommes sont rarement des... Du coup, c'est pas une surprise si le point de vue de la caméra est décidé principalement par des actions et un regard masculin. Ce que Laura Mulvey appelle le male gaze, c'est-à-dire un ensemble de conventions filmiques qui nous font adopter un point de vue masculin, hétéro et le plus souvent blanc aussi tant qu'à faire. Je ne peux plus supporter, pitié, je vous en prie. Et bon, vous vous en doutez, c'est légèrement problématique, parce que ce que la caméra montre tend à influer sur ce qu'on pense, puisqu'on ne voit qu'à travers ce qu'elle voit. Dans ce regard masculin, les personnages féminins ne peuvent pas vraiment être des entités actives, tangibles et réellement humaines. Elles vont surtout être des objets à regarder, à contempler et surtout à désirer. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Le mot objet est d'ailleurs important, puisque étymologiquement, le mot désigne ce qu'on a mis devant soi, ce qu'on regarde. Et donc, par extension, ce qui n'existe que par nous. L'objet, c'est ce qui est soumis à notre bon vouloir. On l'utilise ou on le jette. Comme le dit la critique féministe Bell Hook, il y a un pouvoir dans le fait de regarder. En voyant, on définit son propre monde. Et la caméra a ce pouvoir très étrange d'étendre notre regard, de le proposer aux autres qui sont invités à voir comme nous. Et puisque le regard est si souvent masculin, la caméra a eu tendance à renforcer le pouvoir masculin dans le monde bien réel. Un film qui illustre très bien cette ambivalence du médium, c'est Fenêtre sur cour de Hitchcock. Le film nous fait suivre Jeff, un photoreporter coincé chez lui à cause de sa jambe cassée et qui se met à mater ses voisins avec son téléobjectif. Mais ce passe-temps qui avait l'air pourtant tellement sain et sympa se transforme en cauchemar à mesure que Jeff se persuade qu'il a été témoin d'un meurtre. Le film tout entier tourne autour du voyeurisme et du pouvoir du regard. Un regard qui, comme celui de la caméra, est à sens unique, où les personnes regardées n'ont pas conscience d'être observées et deviennent donc des objets, sont soumis à l'œil de la caméra. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que le regard mateur de Jeff est soi-disant justifié par son devoir moral. Un devoir moral dans lequel les masculins sont prompts à se draper pour justifier leur valeur rétrograde. Et en plus, c'est une excuse complètement hypocrite puisqu'on comprend que c'est plus l'excitation, la curiosité malsaine, voire l'envie de reconnaissance qui pousse Jeff à regarder, bien plus que celui de punir un féminicide. Je ne regrette pas d'avoir attendu toute la journée pour voir ça. Le film prend alors un tour intéressant puisqu'il semble questionner la capacité même des cinéastes à dépasser ces conventions du male gaze. Puisque comme le dit Truffaut, le film est une analogie parfaite du cinéma. La cour, c'est le monde. Le reporter, c'est le cinéaste. Les jumelles figurent la caméra. En voulant faire un film, en suivant la grammaire, les standards du cinéma hollywoodien, en voulant faire un spectacle, est-ce qu'on peut vraiment être autre chose que Jeff ? C'est une question qu'interroge frontalement Soderbergh avec son Sexe, mensonges et vidéos, où il met en scène un homme qui filme des femmes raconter leurs fantasmes et leurs expériences sexuelles.
Chacun son délire, on va dire, mais c'est évidemment là encore une façon de questionner le regard des cinéastes sur leurs personnages féminins. Certes, dans les années 90, on a légèrement dépassé le stade des femmes trophées dont la caractérisation est aussi profonde que l'argumentaire de Zemmour, mais Soderbergh nous montre comment le traitement fétichiste des femmes par la caméra est plus subtil, plus ambivalent que juste filmer des culs en gros plan. Enfin, vous inquiétez pas, on a eu d'autres esthètes après pour perpétuer cette splendide tradition. Home sweet home. Un autre film qui va encore plus loin, c'est Le Voyeur de Michael Powell, puisqu'on y suit un aspirant cinéaste serial killer qui filme ses victimes pour pouvoir revivre leur mort à loisir. En assistant à tous ces meurtres du point de vue de la caméra du meurtrier, le film nous donne une représentation littérale du pouvoir du regard masculin, et surtout de son aboutissement maximal, le féminicide. À partir du moment où ces femmes sont regardées, sont objectifiées, alors on peut faire de leur corps ce qu'on veut. Power nous donne à voir cette violence symbolique qui commence par le simple matage dans la rue et dont le meurtre devient la fin logique. C'est clairement pas un hasard si dans les films, comme dans la vraie vie, les victimes de tueurs sont principalement des femmes. Et ça nous amène à notre sujet du jour, Halloween de John Carpenter. Filmé en une vingtaine de jours avec un budget ridicule, le film de tueur à série à masque chelou a révolutionné le film d'horreur et installé des conventions qui vont durer plus d'une trentaine d'années. Le tueur impassible, insaisissable et omnipotent qui désigne une bande d'ados, exception faite d'une jeune femme courageuse, la Final Girl, qui, comme son nom l'indique, est la seule survivante et la seule à finalement battre le tueur. Et de toutes ces conventions, c'est peut-être cette dernière qui est la plus intéressante, puisqu'elle est au cœur de la proposition du film, à savoir le pouvoir de voir. Dans le film, la clé de la puissance de Michael Myers semble être sa capacité à voir sans se faire voir, exactement ce qu'on disait avant avec la caméra. Durant toute la première moitié du film, en effet, on voit la silhouette inhumaine mater discrètement ses futures victimes sans qu'elles le remarquent. On est à nouveau placé dans une position où on voit à travers les yeux du personnage masculin. On voit les filles sans le voir lui. L'intro, avec son travelling subjectif, nous met d'ailleurs tout de suite dans le bain. Oups, pardon, mauvais film. Bonjour. Et cette perspective continue durant toute la partie du massacre, où ni la caméra, ni les personnages ne peuvent l'apercevoir. Alors bien sûr, le fait de suggérer plutôt que de montrer est une des bases du cinéma d'horreur, parce qu'on a peur de ce qu'on voit pas. C'est une manière de nous dire qu'on ne peut pas se fier à notre principal sens, ce qui est une idée proprement terrifiante. Et c'est ce qui va arriver au personnage du film, jusqu'au moment où la Final Girl cesse de fuir pour oser enfin regarder le tueur. Comme l'explique la spécialiste de l'horreur Carol Clover, la Final Girl cherche le tueur, le pourchasse, puis le regarde, l'amenant par là même souvent pour la première fois dans notre propre champ de vision à nous les spectateurs. En regardant en retour, le personnage de Jamie Lee Curtis retourne complètement cette situation de regard masculin dominateur et mortifère. En devenant notre regard, non seulement elle prend les rênes du film, mais aussi nous implique, nous fait ressentir sa détresse, mais aussi sa force. Elle nous offre un réel female gaze positif. Et cette idée de regarder en retour, de reprendre le pouvoir, est sûrement un des principaux axes pour penser un cinéma différent, plus divers, plus ouvert et inclusif. Parce que, comme le disait le réalisateur Dziga Vertoz, la caméra certes enregistre le réel, mais surtout rend visible l'invisible, limpide l'obscur, évident ce qui est caché, manifeste ce qui était masqué. J'ai appris ma leçon, monsieur. Je comprends enfin ce que je n'avais jamais compris. Je suis guéri. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça fait toujours ultra plaisir. Voire carrément à en parler autour de vous. Vous imaginez pas à quel point ça change la vie pour les petites chaînes. Et avant de vous quitter, je vous propose le désormais traditionnel vote. Alors, revenons pour un troisième round, est-ce que ce sera enfin l'heure de gloire du réal indé qui a cassé Hollywood ? Ou bien va-t-il encore se faire doubler dans la dernière ligne droite par le rookie, les courses-poursuites, le cœur de la narration ? Je vous laisse me dire ça en dessous, et moi je vous laisse là-dessus. A plus dans le bus.